Bonjour, on va parler de la détresse respiratoire aiguë. Alors quand on dit, et bien sûr en point de vue pratique, alors quand on dit une détresse respiratoire aiguë, ça veut dire c'est une insuffisance respiratoire aiguë. Et quand on dit une insuffisance respiratoire aiguë, ça veut dire c'est l'inadaptation, c'est l'incapacité du système respiratoire à assurer les besoins du corps en oxygène. Votre corps il nécessite de l'oxygène. Alors, lorsque le système respiratoire il n'arrive pas à assurer cette fonction convenablement, et d'une manière brutale, d'une manière aiguë, ça s'appelle une insuffisance respiratoire aiguë. Très bien. Alors vous êtes l'infirmier de garde, vous êtes le médecin de garde, vous êtes le réanimateur de garde, vous êtes dans le couloir et vous voyez à distance un patient, d'accord, un patient très polypnique, ramené par ses parents, d'accord, en marchant bien sûr. Alors, vous voyez à distance que ce malade, il paraît très fatigué, il est ramené par ses parents bien sûr, et il essaie de se marcher et de se rapprocher à l'aide bien sûr de ses parents. Et il paraît très polypnique. Alors, qu'est-ce que vous devrez faire devant cette situation? Vous êtes l'infirmier de garde, réanimateur du garde, demandez aux parents d'arrêter et demandez au patient d'arrêter tout effort. Le patient ne doit jamais faire un effort. Le patient, il est en souffrance. Alors ramenez une chaise roulante, par exemple, un brancard, et demandez aux parents de mettre le patient sur cette chaise roulante. Et ramenez-le rapidement vers une source d'oxygène. C'est très important. Le malade a besoin d'oxygène. Alors donnez-lui de l'oxygène, tout court. Alors mettez-le sur un lit en position assise ou bien demi-assise, d'accord? Et mettez-le sous oxygène à travers d'une lunette par exemple, ce qui est disponible. Si les lunettes sont disponibles, mettez-le sous oxygène à travers une lunette. Si vous avez un masque d'oxygène, c'est l'idéal. Alors mettez-le sous masque d'oxygène, un débit d'oxygène max, d'accord? Et entre-temps, le moment où vous ramenez le patient de la porte, par exemple, ou bien du couloir vers le lit. Alors, essayez de demander et poser des questions sur les parents. C'est ce qu'on appelle l'interrogatoire. Le malade, il a quoi comme maladie? D'accord? Il a quoi comme antécédent? D'accord? Il a quel âge? Est-ce que c'est arrivé d'une manière aiguë, chronique? Et est-ce qu'il a l'habitude de faire ça, des épisodes pareils d'une détresse respiratoire? Alors, vous avez maintenant l'interrogatoire. Alors, demandez à votre équipe paramédicale de faire un bilan biologique, un bilan biologique complet, une voie veineuse périphérique de gros calibre, voire deux voies veineuses périphériques de gros calibre, et de prendre bien sûr les constantes. C'est très important. Tension artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, température, fréquence, voilà, c'est pratiquement ça, hein, les constantes, les grosses constantes. Escroquer le malade, bien sûr, si vous avez sous moyen. Excellent. Alors, commencez maintenant et de faire aussi, n'oubliez pas de faire un petit dextro, hein. C'est très important. Alors, selon l'interrogatoire, plus un examen clinique, hein, commencez, il paraît que le problème est respiratoire, alors commencez à ausculter votre malade, hein. C'est l'auscultation, c'est très important, l'auscultation, d'accord, l'auscultation pulmonaire. Commencez de l'antérieur, d'accord, en bas, et n'oubliez pas le dos, d'accord, n'auscultez pas, n'oubliez pas d'ausculter le dos, c'est très important, d'accord, et aussi les bases, hein, les bases sont très importantes, d'accord, les bases pulmonaires, d'accord, excellent. Maintenant, et n'oubliez pas bien sûr de compléter l'examen clinique, le reste de l'examen neurologique, hein, l'examen cardiologique, ausculter le cœur, examen abdominal, étiguement, j'ai jeté un coup d'œil sur les jambes, hein, est-ce que le malade il a des grosses jambes ou non, d'accord?
Très bien. Alors, d'après l'interrogatoire, d'après l'examen clinique, et jeter un coup d'œil sur les constantes, vous pouvez commencer à raisonner quel est le problème, quelle est la cause de cette détresse. D'accord? Alors, c'est votre temps, et on a oublié une chose, c'est le SpO2. C'est très important, le SpO2. Alors, le SpO2, la saturation en oxygène, le saturomètre, il est sur le doigt du patient. Très bien. Alors, il affiche une saturation à 75%. C'est juste un élément. D'accord? Une SpO2 à 75. Très bien. Une tension artérielle X, on va le voir. Et une fréquence cardiaque aussi. C'est sûr qu'il va développer une tachycardie. Une tachycardie qui est secondaire à l'hypoxie. D'accord? Très bien. Alors, si votre désaturation elle est associée à une détresse, autre détresse hémodynamique, par exemple. Quand on dit une détresse hémodynamique, ça veut dire la tension artérielle, elle est basse, voire imprenable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette saturation, peut-être, elle n'est pas réelle. D'accord? Parce que le sang, il n'arrive pas au bout des doigts. Alors la saturation, elle ne peut pas, le saturomètre, il ne peut pas détecter la bonne saturation. D'accord? Et aussi, si cette désaturation, elle est associée avec une détresse neurologique, un trouble de la conscience, par exemple, un coma, carrément, d'accord? Peut-être que cette saturation n'est pas liée, ou bien cette désaturation n'est pas liée à une défaillance qui touche le système respiratoire. Peut-être c'est neurologique, d'accord? Alors, en résumé la situation, l'interrogatoire, vous avez de l'interrogatoire, vous avez fait rapidement un examen clinique et vous avez surtout ausculté, vous avez fait une auscultation pulmonaire, vous avez ausculté les poumons, d'accord? Vous avez trouvé, par exemple, des râles ronflants, des râles sibilants, d'accord? Des râles crépitants, d'accord? Des râles entre sibilants et ronflants. Et aussi, vous pouvez trouver, ne trouver aucune râle, d'accord? Ça veut dire une auscultation libre, d'accord? Une auscultation libre, d'accord? Alors, votre malade, sur l'interrogatoire, il est connu asthmatique, très bien. Sur l'examen clinique, sur l'auscultation, le malade, il a des sibilants, d'accord? Et là, sur les constantes, une élévation de la pression artérielle, ou bien une tension artérielle basse, ou bien avec une tachycardie, avec une fièvre, par exemple. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre malade, il fait une crise d'asthme. D'accord? Le diagnostic, c'est une crise d'asthme. Très bien. Maintenant, si votre malade, d'après l'interrogatoire, et là, il est connu comme insuffisant rénal chronique. Il se fait dialyser 2-3 fois par semaine. Sur l'examen clinique, je trouve, surtout l'auscultation, des râles crépitants. D'accord? Sur le côté saturation, je trouve bien sûr une désaturation. C'est ça le motif. D'accord? Je trouve une désaturation, une fréquence cardiaque élevée, une tachycardie, d'accord? Une tension artérielle élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pratiquement c'est une crise d'OAP, d'accord? Le diagnostic c'est une crise d'OAP, d'accord? Excellent. Le diagnostic est pratiquement rapide. Si selon l'interrogatoire, votre malade il est connu cardiopathe, ça veut dire qu'il a fait un EDM, ça fait quelques années, sa fraction d'éjection sur l'écho-cœur, elle est à 20% par exemple. Sur l'examen clinique et surtout sur l'auscultation, vous trouvez des râles crépitants, d'accord? Et de l'autre côté, vous trouvez une tension artérielle pas vraiment élevée, tension artérielle à 10, à 11, à 12 par exemple. Une tachycardie, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une crise d'OAP. D'accord? Mais par contre, cette fois-ci, c'est une crise d'OAP d'origine cardiogénique. Pas comme celle-là. Celle-là, c'est d'origine rénale. D'accord? Excellent. Alors, si par exemple, votre malade, sur l'interrogatoire, il n'a aucun antécédent, d'accord? Ou bien, bon, on dit aucun antécédent. C'est pas, on laisse aucun antécédent pour le dernier temps.
Alors, vous connaissez que votre malade, il est connu tabagique, il est connu, il est connu, il a déjà fait des épisodes comme ça de détresse respiratoire. Il est connu tout le temps, pratiquement en détresse respiratoire, mais légère. Il était tabagique, ça fait un bon moment. Il a consulté, il a suivi chez un pneumologue. Il est connu BPCO par exemple, bien une fibrose pulmonaire connue. Alors sur l'examen clinique, je trouve des râles sibilants, ronflants, d'accord, ou bien voire crépitants. Ça veut dire que c'est une décompensation, d'accord, c'est une décompensation de cette insuffisance respiratoire chronique, d'accord. Parce qu'un patient qui a une BPCO, qui a une fibrose pulmonaire, qui a des antécédents respiratoires, une mycovésidose, une pathologie respiratoire connue, c'est une pathologie respiratoire chronique. D'accord. Alors, mais le corps il est déjà adapté avec cette situation. Mais des fois, si le malade il s'infecte, si des fois le malade il fait un autre problème en parallèle, il y aura une décompensation de cette pathologie. D'accord. Avec cette désaturation, on appelle cette insuffisance respiratoire chronique une décompensation de cette insuffisance respiratoire chronique. D'accord. Très bien. Alors, vous connaissez que votre malade, ou bien selon l'interrogatoire, vous voyez que toujours, on parle toujours de l'interrogatoire. Ah, selon l'interrogatoire, la patiente en a rien, d'accord. Elle était juste enceinte, ça fait 3 mois par exemple, d'accord. Et sur l'examen clinique, l'auscultation, il n'y a aucune râle, d'accord. Le poumon pratiquement il est sain, d'accord. Il y a un bon passage, il n'y a pas de râle, ni crépitant, ni sibilant, il n'y a rien du tout, d'accord. Et de l'autre côté, vous avez une désaturation, vous avez une tachycardie, d'accord, une tension artérielle limite 10, 11, 12, d'accord. Ça, donc, devant cette situation, devant ce tableau clinique un petit peu flou, ça vous orienter vers une embolie pulmonaire, d'accord. Une embolie pulmonaire. La patiente, elle est enceinte, d'accord. Elle est déjà un terrain qui peut développer de thrombose, hein, veineuse. Alors jetez un coup d'œil sur les membres inférieurs. Si vous trouvez une grosse jambe, ça confirme que c'est une embolie pulmonaire. D'accord, très bien. Alors votre malade, il n'a aucun antécédent, par exemple. À l'examen clinique, à l'auscultation, vous trouvez rien du tout, d'accord. Vous trouvez un bon passage à gauche et aucun passage à droite. Silence auscultatoire à droite. Votre patient, il est jeune, d'accord. Il a une douleur thoracique, bien sûr, hein, secondaire à cette détresse respiratoire et à beaucoup plus l'origine de cette douleur thoracique. Alors, devant cette situation, votre malade est désaturé à 75. Le reste est tachycardie, tension artérielle un petit peu élevée, il n'y a pas de passage à gauche, ça pourrait être un pneumothorax, ça pourrait être une pneumopathie, ça pourrait être une atélectasie, ça pourrait être un épanchement pleural de grande abondance. Alors, pour trancher entre ces diagnostics-là, il suffit de faire un téléthorax. D'accord. Mais une chose très importante, pour faire la téléthorax, il faut, j'insiste sur ça toujours, avant de demander un téléthorax et d'envoyer le patient à faire un téléthorax dans le service de radiologie, il faut s'assurer que votre malade est stable sur le plan hémodynamique, ça veut dire qu'il a des bonnes tensions artérielles et aussi il sature bien sous oxygène. N'envoyez pas votre malade au service de radiologie avec une saturation à 75. Il va mourir au milieu. Hein. Hein, il va mourir exactement quand il arrive au service de radiologie ou bien au retour. D'accord. Ne laissez pas votre malade aller seul, sans oxygène. Alors mettez-le sous oxygène, d'accord. Et vous pouvez l'envoyer dans une chaise roulante ou bien à condition que, j'insiste sur ça toujours, d'avoir une bonne saturation, bien sûr, mettez avant le malade sous oxygène. D'accord. Et bien sûr, si votre malade a une tension artérielle imprenable, ne pensez jamais à envoyer votre malade pour faire un téléthorax. D'accord. Assurez une bonne tension artérielle de votre moyen, remplissage vasculaire, les drogues vasoactifs, je ne sais pas. Après avoir une tension artérielle normale, d'accord, et une saturation plus ou moins normale, sous oxygène bien sûr, envoyez maintenant votre malade à faire un téléthorax. D'accord. Et aussi, attention, si vous pouvez ramener votre malade à faire, vous pouvez ramener la machine qui fait le téléthorax au lit du patient, c'est l'idéal. Un patient sous drogue vasoactive, sous adrénaline, sous noradrénaline, il peut pas déplacer pour faire un téléthorax, d'accord. Et il est déjà, sa tension artérielle, elle est assurée
difficilement et stabilisé difficilement par les drogues vasoactives. Alors, les mouvements à gauche, à droite, soulever et mettre le malade dans le service de radiologie sur la table pour faire un téléthorax, ça va consommer c'est un effort, ça va demander plus d'oxygène, ça va demander plus d'effort, et ça va perturber l'état du patient. Alors, un malade avec une tension artérielle basse, d'accord, un malade avec sous drogue vasoactive, essayez l'adrénaline ou adrénaline d'Orbitrex, ne lui obligez pas à faire un effort. D'accord? L'effort, c'est son ennemi. D'accord? Alors, essayez de ramener une machine pour faire un téléthorax. Si ce n'est pas possible, d'accord, essayez de stabiliser plus votre malade avant de demander un téléthorax. D'accord? Alors, je demande un téléthorax. Très bien. Mon malade, si on présume qu'il a une bonne tension artérielle et une bonne saturation, on demande un téléthorax. Alors sur le téléthorax, on voit soit un pneumothorax, d'accord, soit une atélectasie, soit une pneumopathie, soit un téléthorax normal. D'accord? Excellent. Si vous trouvez une ambiguïté sur le téléthorax, vous ne pouvez pas trancher, demander une TDM, carrément une TDM thoracique. D'accord? Ça peut vous aider énormément. Excellent. Alors, votre malade est là comme antécédent, par exemple, d'une tumeur digestive, cérébrale, peu importe. Sur l'examen clinique, vous trouvez un non-passage à gauche ou bien à droite ou bien bilatéral. Alors, un téléthorax, après stabilisation du patient, elle montre une opacité bilatérale. Alors, quand on dit opacité bilatérale, avec tumeur quelque part, ça veut dire que c'est un épanchement, à la limite, épanchement pleural de grande abondance, d'accord, qui provoque cette gêne, d'accord. Des fois, le malade présente une acide de grande abondance. Alors, cette acide de grande abondance, chez un malade qui se trouve en position allongée, alors cette acide, elle va le gêner, d'accord. Aussi, en parallèle, on a dit que si votre malade il a une désaturation, d'accord, avec une détresse hémodynamique, alors essayez de corriger les paramètres hémodynamiques, d'accord, pour voir est-ce que c'est une vraie saturation ou non, d'accord. Et si votre malade il a une détresse neurologique, par exemple un AVC, un AVC ischémique, hémorragique, une pathologie que touche le système nerveux, d'accord, ça veut à partir, vous dire, soit au niveau central, soit au niveau périphérique, d'accord. Essayez de corriger ce problème neurologique par une intubation, bien sûr, orotrachéale. D'accord? Et les examens complémentaires qui arrivent après, comme la gazométrie, certaines demandes biologiques, certains bilans biologiques, comme la formule, comme le DDMER, comme la procalcétonine, comme la TDM, l'angioscanner thoracique, c'est selon l'orientation que vous avez fait. Si vous pensez à un problème, à une embolie pulmonaire, il faut le confirmer par une angioscanner thoracique, bien sûr un dosage de DDMER. Si vous pensez à un problème cardiaque, faites un ECG rapidement, d'accord? Il peut vous aider pour détecter est-ce que c'est un OAP d'origine cardiogénique ou non. Alors si vous pensez à je sais pas, une pneumopathie, une fourmi sanguine, elle peut montrer s'il s'agit d'une pneumopathie virale, la procalcétonine soit négative, d'accord, et vous trouvez une hyperleucocytose d'origine lymphocytaire beaucoup plus, ou bien pas une hyperleucocytose. Par contre, c'est une lymphopénie, d'accord. S'il s'agit d'une pneumopathie bactérienne, on peut trouver bien sûr une hyperleucocytose par les polynucléaires neutrophiles, avec une image, bien sûr, sur le téléthorax, d'accord, avec un examen clinique qui montre une hyperthermie, d'accord, une fièvre, d'accord. Alors, selon l'orientation, vous pouvez demander les examens complémentaires. Si vous voyez, on n'a pas parlé trop de la gazométrie, alors que c'est un paramètre très important, parce qu'en général, il n'est pas vraiment disponible, d'accord, malheureusement, et c'est vraiment, c'est vraiment pas bien, parce que la gazométrie, elle nous aide énormément à nous orienter devant une pathologie respiratoire ou une détresse respiratoire, d'accord. Alors, voyez toujours une saturation à 99, ça ne veut rien dire, d'accord. Il faut toujours voir un autre paramètre qui s'appelle la capnée, d'accord, la pression partielle en CO2. D'accord. Voilà un petit rappel. D'accord. Un petit rappel. J'ai essayé de limiter le maximum tout ça, mais malheureusement, j'ai pas pu. Parce que le détresse respiratoire, il est vraiment large.
Merci à vous. Yatikum saha.